Bonjour à tous, aujourd'hui je suis au cabaret de La Nouvelle Ève et j'ai le plaisir de recevoir l'humoriste Paul Taylor pour un petit café sur scène. C'est parti! Bonjour Paul. Hello. Alors je suis ravie de te recevoir pour ton 3e spectacle, Bisous Bye. D'ailleurs tu es prochainement au Zénith de Paris le 6 janvier. Yes. Alors le but de Café sur scène c'est d'en savoir un peu plus sur toi, ton parcours, tout ce que tu ne veux pas dire aux autres. Ok. Tu me le diras bien sûr. Ok, donc c'est exclusif pour toi là. Mais évidemment. Ok, parfait. En plus c'est bientôt Noël donc tu peux me faire ce cadeau quand même. Des petits, tu peux me dévoiler un petit peu des petites choses croustillantes, ça me plaît. Alors tu es humoriste. Britannico-irlandais, puisque ton papa est anglais et ta maman est irlandaise. Correct. On se la fait en anglais. Et tu vis à Paris depuis 2009. C'est ça. Mais le métier d'humoriste, t'as toujours voulu le faire ou c'est depuis ton plus jeune âge? Pas plus jeune âge, je crois que j'ai eu l'envie à la fin de l'université. En Angleterre, on grandit tous avec du stand-up à la télé, en DVD, des trucs comme ça. Et je sais pas, j'ai eu un déclic un peu dans la dernière année d'université, donc j'avais 21 ans, où je consommais, j'avais plus de temps que les 3 premières années. Je sais pas pourquoi, la dernière année était moins dure de l'université. Et je sais pas, il y a un truc en regardant ces DVD de stand-up dans des grandes salles, l'équivalent de Bercy en France mais à Londres, que je me suis dit wow, il y a un truc qui est rentré dans moi. Et ensuite il y avait une soirée stand-up à l'université où c'était dans le pub de l'université où ils ont invité des humoristes à faire un spectacle et 2 sur les 3 étaient pas top. Et je me suis dit ah bon, c'est bizarre, ils sont payés pour faire ça, ils sont même pas drôles. Moi je suis plus drôle qu'eux. Plus drôle. Et donc j'ai tapé comment devenir humoriste. Oui, d'ailleurs. C'est ça. Et après c'était il faut s'inscrire à une scène ouverte et tout ça. Et après ma première scène ouverte, je me suis rendu compte ah oui en fait c'est pas aussi simple que ça en fait. Et qui étaient tes modèles? Qui t'a inspiré? Le premier que je regardais en boucle, c'est quelqu'un qui s'appelle Lee Evans, un Anglais, un Britannique qui justement remplissait. En fait, il avait je sais pas comment dire, un box set de DVD, un pack de DVD où il y a genre 4-5 DVD dans un pack. Je sais pas comment on appelle ça, un pack DVD. Ouais, un pack DVD. Ouais. Donc il avait ces 5 spectacles dans le même pack DVD que j'avais acheté et je les ai regardés et re-regardés. C'était le premier un peu qui m'a inspiré de faire ça. Alors quand tu dis à tes parents que tu veux devenir humoriste, ils réagissent comment? Les deux, bien étrangement. Ma mère, c'est sûr que pour moi, elle allait dire positif. C'était plutôt mon père, comme je crois pas mal de gens de cette période-là. Il faut travailler, il faut trouver un boulot stable. Et j'avais un boulot stable. Je travaillais chez Apple à l'époque, donc un boulot bien payé où je voyageais le monde. Et j'ai commencé à faire les deux en même temps. Et franchement, les deux, ils m'ont soutenu. Je crois que d'une partie, mon père, il a fait un boulot toute sa vie qu'il ne voulait pas vraiment faire. Et puis, il n'a jamais vraiment, lui, pu suivre ses passions. Et donc, lui, il était content. Et ma mère, de toute façon, peu importe ce que je fais, elle est contente. C'est une mère irlandaise qui adore son fils. Donc, oh my God, you do what you want. Tu fais des études de langue à Londres, ce qui fait que tu parles anglais, français, espagnol. Ouais. Espagnol aussi couramment que... Un poquito. Et tu n'as pas l'accent d'ailleurs. C'est ça. Ça, c'est étonnant. C'est un petit peu, mais un chouïa, quoi, ouais. Pas beaucoup. Bah, c'est un problème et un atout. Dans la vraie vie, c'est un peu un atout parce que du coup, je peux passer pour un Français quand je veux, mais c'est aussi l'inconvénient, c'est que... On te traite de mytho, c'est ça? Ouais, mais c'est surtout à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui me connaît pas, il me pose la même question, comment ça se fait que t'as pas d'accent? Et je prends souvent des taxis quand je suis en déplacement pour la tournée et tout ça, et à chaque fois qu'on m'entend parler, parce que des fois je suis au téléphone aussi avec mon manager qui est écossais, donc on se parle en anglais, et d'un coup le taxi, lui il est perturbé parce que je parle anglais, évidemment comme un anglais, il dit mais comment ça se fait? Et je passe au moins 2 fois par jour, je réponds à la question pourquoi j'ai pas d'accent. Et du coup, après, ça a inspiré le premier sketch de mon premier spectacle où je racontais pourquoi j'avais pas d'accent et le fait que des fois je passe pour un con en France. Les francophones, vous me croyez pas quand je dis que je suis anglais avec cet accent-là, parce que c'est vrai, normalement les anglophones, quand on parle une autre langue, on parle vraiment comme des couilles.
On est vraiment là, ouais, bonsoir, comment ça va, voulez-vous coucher, enchanté? Parce que je fais des fautes que vous faites pas, les Français, mais j'ai pas l'accent qui va avec. Tu as un français dialectiquement correct. Oui. C'est ça. Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu découvres le stand-up à la fac. Ouais. Et d'ailleurs, tu décides d'en faire ton métier, tu me l'as dit. Et alors, tes copains, tu faisais rire déjà tes copains? C'était l'unanimité? Ouais, en fait, c'est pas forcément moi qui faisais rire les copains, mais on rigolait tous ensemble, tout le temps. En Angleterre, on a cette culture de charrier. Au lieu de se dire bonjour, on se charrie. Et il y a beaucoup cette culture d'autodérision en Angleterre. Donc on rigolait tous ensemble et effectivement je me rendais compte même à l'époque que je faisais rire quand j'étais énervé contre un truc banal et c'est un peu devenu mon style d'humour sur scène maintenant, mais je n'étais pas forcément la personne la plus drôle, mais comme je changeais d'école beaucoup petit, je crois que c'était la façon inconsciemment de m'intégrer dans les groupes avec les amis. Enfin, de trouver des amis, c'était de me moquer de moi-même. C'était ma façon de m'intégrer. Oui. C'est ça. Alors, tu fais quelques essais sur des scènes ouvertes britanniques. Tu as pris des bides? Ah, mais totalement. Pas que sur les scènes britanniques. Je crois que j'ai fait 7 ou 8 scènes en Angleterre avant de déménager en France en 2009. Et c'était la catastrophe. Comme tout le monde, quand on commence, on joue dans des lieux pas aussi jolis qu'ici, mais c'est vraiment dans des caves ou des greniers de bars avec 12 personnes dans le public qui nous regardent en mode... C'était ça le plus dur? D'avoir peu de personnes qui rigolent pas forcément. C'était quoi le plus dur pour toi? Non, parce que je crois que ça me motivait un peu. Bizarrement, ça doit être un truc comment on dit, sadisme? Non. Sadomaso? Ouais, sadomaso. On est sur scène, il y a 12 personnes qui nous regardent dans le vide. On fait « Hey, vous avez déjà remarqué ?» Et ils font « Non, on n'a pas déjà remarqué. » Et ils se demandent pourquoi toi t'es là. Mais du coup, ça crée quelque chose où tu dis « Bah, la prochaine fois, j'ai envie de faire rire sur scène. Je crois que c'est une bonne idée, c'est une bonne blague. Je vais essayer de faire rire. » Donc, c'est plus motivant. Le plus dur, qu'est-ce qui est le plus dur en vrai? Je dirais que le plus dur, c'est même maintenant, en fait, quand il y a une attente de toi, parce qu'on se dit, ah... Oui, la barre est haute. C'est ça. Tu as mis la barre haute. On remplit des salles comme ça, on est en tournée, et donc les gens, là, ils payent 30 euros, 40 euros pour venir voir le spectacle, donc il y a une attente. Plus qu'à l'époque, quand on monte sur scène devant 12 personnes, il y a zéro attente. Ils espèrent que tu sois drôle, mais si t'es pas drôle, c'est pas bien grave. Lorsque là, peut-être il y a un truc qu'on dit mal, c'est repris sur le réseau, on se fait annuler parce que... Oui. Donc je crois je dirais qu'il y a plus de pression, il y a plus de choses dures maintenant qu'à l'époque. Alors, retour en France en 2009. Tu pensais que ça allait être plus facile de réussir en France plutôt qu'en Angleterre? À la base, je suis venu en France pas pour l'humour, mais pour mon ancien boulot, quand je bossais chez Apple. Et donc du coup, il y avait une opportunité d'ouvrir un nouveau pays parce qu'il n'y avait pas d'Apple Store en France. Et donc comme j'avais 3 ans d'expérience déjà dans la boîte, il y avait je m'étais dit, je vais y aller et comme ça, je vais avoir des opportunités et pouvoir grimper les échelons dans la boîte plus vite. Parce que comme j'ai de l'expérience et personne d'autre en France a l'expérience. Et ça a marché dans le sens où j'ai eu des promotions 2-3 fois de suite dans la même année et je suis devenu formateur international avec la boîte. Donc oui, je pensais que j'allais réussir mieux en France, mais pas pour l'humour. Et après, comme j'habitais ici, j'ai commencé à faire des scènes... Et tu te souviens de ton premier sketch français? Mon premier sketch français oui et non, dans le sens où le sketch qui m'a fait connaître un peu, c'était celui sur la bise. I've lived in France for 9 years. I still don't know what to do. I don't know, mademoiselle. When we meet for the first time, are we supposed to shake hands together? Is it 1 kiss, 2 kisses, 3 kisses, 4, 25 kisses, 67 kisses? I don't know how many kisses it is, and French people, you don't help us. I ask French people all the time, I'm like, hey, how many kisses am I supposed to give? I get the same answer every time. It's Paul, it depends, la France est compliquée, Paul. Où je râlais sur le fait qu'en France, on ne sait pas de quel côté il faut commencer, combien il faut qu'on fasse à la fin de la soirée. Il faut dire au revoir. Ça m'énervait, mais je crois pas que c'était le premier, mais c'était le premier que dans les petites salles de 12 personnes, je me suis dit, ah, là, il y a des rires, ça commence à rigoler, et donc je l'avais fait pendant 3 ans sur ces scènes-là avant de faire la vidéo qui a un peu
D'ailleurs, tu as cette vidéo sur la bise parce qu'elle me fait beaucoup rire. C'est vraiment la chose qui t'a marqué chez les Français, cette bise? Oui, mais c'est insupportable. C'est devenu un peu mieux maintenant avec le Covid. Les gens, ils sont moins, ils sont plus à l'aise avec check ou serrer des mains ou juste faire un coucou comme ça. En tout cas, quand on rentre dans une soirée maintenant, je me sens plus obligé de dire bonjour individuellement à chaque personne et au revoir individuellement. On peut juste dire ouais salut, je m'en vais, et les gens ils font allez à tout à l'heure et fin. On n'a plus besoin de passer 1 heure à dire au revoir aux gens en sortant et de dire ouais on s'est pas parlé aujourd'hui, ouais mais si on s'appelait pour le café, et d'ailleurs ton boulot ouais mais là il faut vraiment que j'aille, il faut limite planifier à l'époque une demi-heure avant et dire bah la babysitter elle est à 21h, enfin 23h, il faut que je parte là à 21h pour dire au revoir à tout le monde. C'était dur mais c'était drôle. Cette vidéo cartonne et te servira d'ailleurs de base au programme court de Canal+, qui s'appelle What the Fuck France. C'est un carton, ça aussi. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé le fait qu'un samedi après-midi, il pouvait avoir à l'antenne, à la télé française, un truc qui s'appelle What the Fuck France. What the fuck, France? Hi, my name's Paul Taylor. I'm English, but I live here in France. And one of the things that I've never understood is les boulangeries. What the fuck, France? Parce qu'en Angleterre, avant 23h, même t'es obligé de censurer. On est pas mal censuré en Angleterre par rapport aux gros mots. Qu'en France, on peut entendre dans le supermarché Lily Allen qui chante fuck you very much, avec des enfants qui sont dans les rayons. Je trouve ça incroyable. Mais d'ailleurs, t'es jamais tombé sur un Français qui t'a dit mais Paul, qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu nous critiques autant? Oui, mais pas dans la vraie vie. Dans les commentaires, oui, parce que forcément les gens ils se cachent derrière l'anonymité l'anonymat. L'anonymat, voilà, d'internet. Mais dans la vraie vie, les gens ils sont hyper sympas, ils viennent me voir pour dire ouais je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'on utilise des mots anglais qui n'ont pas de sens, mais ouais. Bon là je sens que c'est le moment de faire un point avec toi sur les clichés français. Ok, let's go. Alors on dit vraiment qu'on est râleur? Oui. Et c'est vrai, ça c'est un cliché mais qui est vrai, où vous râlez, mais moi je respecte ça, je trouve ça... Nous on grandit avec ce flegme britannique qui est venu de la reine de l'Angleterre et où on râle intérieurement mais on ne montre pas nos émotions. Dès qu'il y a un truc qui ne va pas ici, on brûle la rue et on dit bah non, on n'a pas le droit. Et j'aime un peu ce truc, ce côté rebelle. On dit qu'on n'est pas ultra propre. Ouais, ça, je sais pas d'où ça vient. C'est vrai. C'est surtout le stéréotype que vous puez et les femmes sont poilues. Ça, c'est Oui, quelle horreur. Ouais, je sais pas d'où ça vient parce qu'il y a plus de body minutes par kilomètre carré que de Starbucks ici. Et en vrai, je crois que le truc de puer, c'est plus parce que la pause clope, café clope, ça aide pas à l'haleine. Oui, mais tu pourras aussi faire des sketchs pour nous défendre maintenant. Tu vois, je te donne des idées comme ça. Ça, c'est la prochaine étape, ouais. On dit que les Français ne sont pas le meilleur public. Faux. Ouais, ça c'est... Je sais pas d'où vient... Je crois que c'est peut-être pas le meilleur public pour un humour américain ou anglophone, mais après forcément les salles sont remplies en France, plein d'humoristes qui cartonnent dans les zéniths, donc forcément vous rigolez. Nous sommes bon public. Oui. On dit qu'on parle fort et qu'on ne sait pas se tenir. C'est plutôt les Américains ça, non? Oui, je suis d'accord. Tout à fait d'accord. Oh my god. Alors là, attention à ce que tu vas dire. Ouais. On dit que les Françaises sont les plus jolies. Oui. 100% vrai, il n'y a même pas compétition. Et c'est drôle parce que les gens de tous les autres pays sont là, non, mais nous, chez nous, regarde à Montréal, elles sont, ouais, t'as pas assez, ouais, non, oui. Alors ton premier spectacle date de 2016, il s'appelle Franglais. L'originalité, donc du coup, c'est forcément moitié français, moitié anglais. Tu évoques l'utilisation du verlan en France. Ouais. Est-ce que déjà tu trouvais que c'était un truc ridicule à la base? Le mot ouf, à la base, moi je pensais que c'était un vrai mot français. Je pensais que c'était juste un synonyme pour génial. Je l'entendais dans les mêmes contextes, ouais c'est génial, c'est ouf. Ok, ouf, ça doit être un mot que je connais pas. On m'a dit non, Paul, en fait, comment te dire, en fait le mot ouf, c'est le mot fou, mais à l'envers. Level 2 unlocked. Bah à la base, c'est un truc que je comprenais pas.
Donc Oui. ça m'a perturbé. Après, j'ai compris, parce qu'en Angleterre, on a un peu des mots de slang, comment on dit ça, de d'argot, et on a entre guillemets les criminels de l'Est de Londres, ils avaient créé leur propre langage qui s'appelle the Cockney Rhyming Slang, où ils faisaient rimer des mots avec d'autres. Donc j'ai compris le principe, mais c'est vrai que c'est perturbant pour la première fois quand on apprend pendant 18 ans la langue, parce que j'ai étudié le français de mes 5 ans à mes 23 ans, et jamais une fois on m'a parlé du verlan. Et donc forcément on débarque dans la vraie vie en France et tout est ouf. Et on fait c'est quoi ouf? Je comprends pas. Donc ouais, c'était perturbant. 2017, l'année de ton mariage, tu épouses une Française, Adeline. Vous êtes rencontrés comment? À l'université. C'est donc elle qui, l'accent a aidé, enfin le fait que tu parles anglais, ça t'a aidé. Ouais. Tu as aussi une petite fille qui est née en 2019, la petite Louise. Ouais. Alors elle comprend l'anglais, mais elle ne parle pas du tout un mot d'anglais. Là, elle commence à ajouter des petits mots anglais dans ses phrases françaises, qui peut être très mignon et très bizarre en même temps si c'est le mauvais mot franglais qui s'ajoute dans le truc. Donc ouais, ça commence. C'est l'apprentissage d'une langue, c'est compliqué. Eh bien sûr. Mais je suis pas trop inquiet. Mais du coup, là, je fais l'effort de lui parler en anglais. À mon avis, ça va sortir d'un seul coup, vu qu'elle enregistre déjà, elle le comprend. Ma mère, elle est venue il y a quelques semaines pour passer 4-5 jours avec nous. Et pour la première fois, avec ma femme, on était dans la cuisine et on l'entendait dans sa chambre parler avec ma mère et on s'est arrêté, on a fait... Elle parle anglais? Fucking yes, come on! Donc c'était un peu une célébration à ce moment-là. Alors ton spectacle, tu t'arrêtes au Zénith, une salle très grande. Ça te fait peur? La salle en elle-même et le montant de gens me fait pas peur, c'est plus remplir la salle qui me fait peur parce que du coup tout le monde, depuis le Covid, tout le monde achète dernière minute et on est là ok, ça remplit pas, qu'est-ce qu'on fait? Mais après, je voulais faire ça parce que c'est un peu pour voir ce que ça donne d'avoir autant de gens en même temps qui rigolent. Là, pour l'instant, cette tournée, on fait des salles la plus grande, je crois que c'est 1800, 2000 places. Et donc, du coup, ça, j'ai déjà eu cette sensation quand on avait fait le Grand Rex pour le deuxième spectacle. C'est quand même, c'est un mur de rire. Mais je voulais un peu voir ce que ça donne et aussi pour prouver à tous les gens, quand j'ai commencé il y a 7 ans à faire des spectacles bilingues, quand ils m'ont dit ouais, ça marchera jamais, il n'y a pas assez de public pour un spectacle bilingue, t'es fou, les Français ils parlent pas assez bien anglais. C'est un peu un fuck you à tous ces gens-là pour dire en fait si ça a marché et t'as vu ce qu'on a pu faire avec un spectacle bilingue. Parce que votre niveau d'anglais, les Français, n'est pas si pire que ça. Merci. Bisous, bye. C'est un au revoir à quoi? Plusieurs choses. Premièrement, au spectacle bilingue, c'est le 3e. C'est un peu la fin de la trilogie. Donc après celui-là, j'aimerais me concentrer uniquement en anglais dans le monde anglophone parce que j'ai pas du tout exploité le fait que je parle anglais comme langue maternelle. Donc les pays anglophones, j'aimerais bien essayer de voir ce que ça donne là-bas. Tu me fais pas de jaloux, voilà. C'est ça. Et on a dit au revoir à la reine l'année dernière, les Britanniques. Et en même temps, j'ai dit au revoir à l'alcool. Donc je parle un peu de cet impact sur moi, le zéro alcool, la reine qui décède. À ma jeunesse aussi, j'ai 37 ans, donc je suis plus jeune, mais je suis pas vieux encore et je suis dans cette période transitoire, transitionnelle, whatever, d'âge où je me suis rendu compte, le jour où je me suis rendu compte que j'étais pas jeune, c'est quand un gars de 20 ans m'a dit « J'adore ce que tu fais, j'ai grandi avec tes vidéos ». Et ça m'a tué parce que dans ma tête, on avait le même âge. Il avait 20 ans. Il m'a dit j'ai grandi avec tes vidéos et j'étais ok, bon bah c'est fini. Alors est-ce que tu peux m'expliquer le mot anoblir? Je me retrouve dans une soirée avec des gens déguisés dans des personnages et il y a un gars déguisé en Elton John. I'm a fucking fan of Elton John, right? So I walk in, I'm like, hey, it's Elton John, Rocket Man, ouais! Et le gars, premier degré, il me regarde, il fait tu veux dire Sir Elton John? Fuck you, ok? Yeah, Sir Elton John. Et là, il me fait ouais, parce que toi, t'as jamais été anobli, hein? Et moi, comme un con, j'ai répondu où ça? Et j'ai cru que t'as jamais été anobli, c'était une ville, que j'ai jamais été à plus loin nobli. C'est où? Et j'ai dit pardon, c'est où? Et il est parti parce que. T'as vraiment dit ça? Ouais, il m'a dit. Et en fait, il m'a juste regardé, genre, pardon? J'ai pas compris où c'est parce que tu sais, je suis là depuis 15 ans, mais j'ai pas encore la géographie, elle est pas encore là, je connais pas toutes les petites villes et tout ça. Il me fait ok, super. Il est parti parce qu'il s'est rendu compte, lui dans sa tête, j'étais un Français débile.
Donc il voulait pas traîner avec un débile toute la soirée, donc il est parti. Et j'avais pas la chance de dire non, en fait c'est parce que je suis anglais, mais j'ai pas d'accent, donc du coup c'est pour ça que je fais des fautes quand je... Trop compliqué l'histoire. Donc, Paul, est-ce que tu as le sentiment que c'est un des spectacles les plus intimes? Ouais. Oui, dans le sens où le deuxième, je parlais quand même un peu de la nouvelle paternité. Mais je crois que je me cachais quand même derrière certaines blagues parce que je crois que beaucoup d'humoristes, on a ce truc de il faut que ça rigole. On est humoriste à la base, on n'est pas là pour faire des conférences sur la géopolitique ou sur l'intimité. Ils sont venus rigoler, donc il faut que les gens y rigolent. Et dans le deuxième spectacle, j'arrivais pas à être confortable à raconter ce que ça me faisait vraiment d'être un nouveau papa qui était vraiment horrible les 2 premières années. Ah donc, oui ouais, c'était dur. C'était pour tous les deux avec ma femme, c'était je crois que les 2 pires années de notre vie. Là, ça va beaucoup mieux. Mais sur ce spectacle-là, j'ai réussi à raconter un peu l'émotion que je sentais quand la reine est décédée et quand j'ai arrêté de boire d'une façon un peu plus honnête, avec moins de blagues, plus de silence. Mais avec le silence, je comprends que le public m'écoute en fait. Parce qu'on a peur que quand les gens ne rigolent pas, qu'on bide sur scène. Mais en fait, c'est si on bide, s'ils se parlent entre eux, en fait. C'est un spectacle presque sur tes ressentis, à toi, des propres ressentis, un spectacle plus vrai, en tout cas, qui te correspond bien dans ce que tu dis. Ouais. Bah parce que la vie, c'est un peu ça, on peut pas rigoler tout le temps, il y a des trucs sérieux. Et je trouve que mélanger. Alors, la majorité du spectacle, on rigole, et ensuite, vers les 3/4, ça devient un peu sérieux pour ensuite remonter à la fin. Mais j'aime bien ce côté intime. Je m'assois sur mon tabouret plutôt qu'être debout. Donc, on sent qu'il y a un changement d'énergie. Et c'était entre guillemets, avec chaque spectacle, j'aime bien me lancer un défi de qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer. Sur le deuxième, le premier, évidemment, c'est juste d'être drôle. Le deuxième, je voulais améliorer mon storytelling, avec l'accent très français, storytelling, où je voulais pouvoir raconter des histoires d'une façon drôle et pas juste avoir des blagues comme ça. Et sur celui-là, c'était C'est une partie de toi. Ouais, et de réussir à gérer le silence d'une façon à l'aise. Enfin, être à l'aise avec le silence. Alors, comment tu convaincrais une personne qui ne te connaît pas de venir voir ton spectacle ? Je dis souvent, si les gens ils se trouvent nuls en anglais, c'est de venir voir le spectacle et à la fin de me dire est-ce qu'ils se sentent toujours nuls, parce que j'ai beaucoup de feedback de gens et c'est un peu un de mes feedbacks préférés où ils disent je pensais vraiment être nul en anglais, mais j'ai tout compris, donc merci de me redonner confiance dans mon niveau d'anglais, c'est vraiment cool. Et comment tu convaincs une personne qui n'est pas fan de ton humour ? Ah bah qui reste à la maison, hein, dans ce cas-là. On peut pas être fan de... Enfin, en fait, c'est ça avec l'humour. Il faut tenter. Il faut tenter, mais après, l'humour, c'est tellement subjectif. C'est comme la musique. C'est comme demander à quelqu'un qui est fan de heavy metal d'aller voir un opéra. C'est pas... continue à aller voir les humoristes que tu aimes, soutiens-les, achète des billets pour eux. Et puis après, c'est ça qui est important, c'est de continuer à voir des spectacles. Si t'aimes pas mon humour, c'est pas grave. Et une personne qui ne parle pas du tout anglais. Alors, parler et comprendre, c'est 2 trucs. S'ils parlent pas, c'est pas grave. Il faut juste avoir quelques notions et comprendre quelques mots d'anglais. Et si vraiment il y a rien qu'ils comprennent, au moins ils comprendront 60% du show parce que 60% est en français. Ou vraiment, si c'est pire, attendre printemps de l'année prochaine quand ça sort avec les sous-titres. Et s'il lève le doigt en disant j'ai pas compris. Je répéterai la blague en français. Ça t'est pas arrivé ça? Non, ça m'est arrivé où c'est juste silence total avec une blague et tu fais ok, vous avez pas compris la blague. Et ils font ouais, on n'a pas compris la blague. Ok, donc je vais la réexpliquer. Merci Paul, on se fait un petit jeu avant de partir? Avec plaisir. Alors je te fais une interview cliché. Okay. Parce que je sais que tu adores les clichés. Hein. Let's go. Tu me réponds bien sûr honnêtement. T'es prêt? Yeah. Est-ce que comme tous les Anglais, tu es fan des Beatles? Yes. Est-ce que comme tous les Anglais, tu es peinté de bière dans la journée? À l'époque, oui, avant que j'arrête de boire de l'alcool, mais l'expression qu'on adore utiliser, c'est il est toujours 17h quelque part. Ça veut dire si tu commences à boire à 11h, tu dis ouais, mais il est 17h quelque part dans le monde, donc arrête. 0 alcool maintenant? 0 alcool, ouais. Bravo. Est-ce que comme tous les Anglais, tu es habitué à la pluie vu qu'il n'y a jamais de soleil en Angleterre? Est-ce que je suis habitué à la pluie? Oui. Oui, ouais. C'est vrai que la pluie, littéralement, aux hôpitaux, quand on est dans un kawaii, ils nous donnent un kawaii, et puis voilà, c'est le premier kawaii de notre vie. Mais la pluie ne me dérange pas du tout. Après, c'est vrai que quand on part ailleurs où il y a du soleil, on fait ah ouais, ça fait quand même du bien. Est-ce que comme tous les Anglais, tu as du mal à admettre que vous êtes le meilleur au cricket qu'au football?
On est meilleur au cricket parce qu'il y a 3 pays qui jouent à ce sport-là, donc. Oui, c'est ça. mais oui, ouais, c'est un sport que je suis pas trop. Non. Non. Pas trop sportif? Non, ça se voit. Hein. Ouais, en plus mon frère il joue au foot professionnellement, donc je devrais aimer le foot, mais j'aime regarder le foot de temps en temps, mais je suis pas collé à l'écran tous les week-ends à savoir quelle équipe joue et comment et quels sont les résultats. Moi, je voulais savoir si tu rêvais en français ou en anglais. Je sais pas, c'est un peu les deux, je crois. J'ai un truc où je pense. Je trouve que les rêves sont dans des comment dire. Je rêve dans des idées. C'est bizarre de dire. J'arrive jamais à expliquer le truc, mais dans mon rêve, je suis pas en train de parler une langue. C'est comme quand je pense, quand les gens disent est-ce que tu penses en anglais ou en français. Je pense dans un concept, dans le sens où quand je pense que j'ai faim, je me dis pas tu as faim ou you're hungry, il y a un truc, tu vois ce que je veux dire. Je me parle pas, mais quand je me parle tout seul à la maison, ouais, c'est en anglais. Une de mes blagues préférées, c'est un de mes amis qui s'appelle Sébastien Marx, qui est un humoriste américain ici, qui répond à cette question en mode en fait, je continue à rêver en anglais, mais je cauchemare en français. Et c'est une très bonne blague que je suis dégoûté d'avoir pas trouvé moi-même. Et le mot de la fin, tu te sens français ou anglais? English. Ouais, oui. Toujours anglais. Évidemment. Ouais. Merci Paul. Thank you very much. Ça a été? Ouais, c'était super. C'était vraiment trop cool. C'était bonne question. Ça a eu 26 minutes ça déjà?